Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va permettre de rentrer un peu plus dans le détail de la définition des périmètres de votre calcul empreinte carbone. Voilà. On a vu une première vidéo qui présentait un peu de manière très générique pourquoi on se lançait dans un process de transition, pourquoi on allait mesurer notre empreinte carbone, c'est quoi un petit peu les différents postes d'émission qu'on va pouvoir regarder. Donc là aujourd'hui, l'idée c'est de définir vraiment les points clés de la définition du cadrage de votre calcul. Voilà, c'est la première étape. Si vous êtes en phase, on va dire, de réalisation d'un audit, il faut effectivement définir les différents périmètres de votre entreprise. On va les regarder ensemble, les trois principaux. On va aussi commencer à vous présenter, vous le verrez, vraiment les postes d'émission et notamment les données qu'il faut aller regarder et collecter dans le cadre de cet audit carbone. Et ensuite, l'ensemble des vidéos qui suivront vous permettront d'avoir on va dire des précisions supplémentaires par poste d'émission. Donc là, c'est vraiment une présentation générique avec tout ce qu'il faut savoir, tout ce que vous allez pouvoir effectivement éventuellement apercevoir, entreapercevoir sur les données collectées. Et un peu plus tard, là, vous verrez qu'il y aura des vidéos beaucoup plus précises. On ira vers des cas concrets. On regardera ensemble tous les cas de figure qu'on a pu nous entrevoir ces dernières années, avec des choses à éviter. Voilà, tout un tas de choses qu'on a pu élaborer et comprendre avec nos clients, et qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite dans justement cette première phase de réalisation d'un audit bilan de gaz à effet de serre, parce que justement il y a des pièges à éviter, et tous ces pièges, voilà, on les a tous rencontrés, et donc on va vous les présenter pour faire en sorte que vous ne tombiez pas dedans. Voilà. Donc là, c'est plutôt une vidéo générique pour la partie cadrage. Ça va vous permettre déjà de comprendre, voilà, comment cadrer un petit peu l'organisation aussi de votre audit en interne, et comprendre vraiment toutes les données à collecter. Comme ça vous permettra éventuellement de créer votre team carbone. Donc c'est hyper important d'avoir une personne qui soit vraiment moteur sur ce sujet, mais cette personne puisse aussi éventuellement se reposer sur d'autres personnes en interne, que ce soit les RH, la compta, quelques directeurs également, ou éventuellement d'autres salariés qui veulent s'impliquer, et que chacun puisse avoir justement sa responsabilité en termes de collecte d'informations du bilan. Voilà. Donc premièrement, on va commencer par le périmètre organisationnel. Donc c'est compliqué et simple à la fois. Pourquoi c'est simple? Parce que dans 95% des cas, en fait, le bilan organisationnel se limite à votre organisation, quoi, votre entreprise. Voilà. On a très souvent des cas d'entreprises qui ont une entité juridique avec un fonctionnement relativement basique, des flux internes, des flux sortants. Et donc le périmètre organisationnel, c'est concrètement l'entreprise, hein, avec ses salariés à l'intérieur, et puis on va se limiter à ça, quoi. Donc très souvent, c'est le cas de figure qu'on identifie le plus souvent. Mais par contre, dans un périmètre organisationnel, on peut aussi avoir, voilà, des organisations plus complexes, avec des organigrammes extrêmement compliqués, avec plein de bâtiments, des filiales en France et à l'international, des sites. Donc ce qu'il faut en fait, c'est vraiment faire un organigramme de votre entreprise. Vous allez référencer tous les voilà, l'entreprise mère par exemple, avec des entités juridiques qui peuvent atterrir en dessous. Chaque entité peut avoir peut-être des sites physiques. Certains sites peuvent être en France, certains peuvent être à l'étranger. Voilà, donc il faut vraiment schématiser l'organisation de votre structure pour ensuite essayer d'aller définir quel périmètre organisationnel va vous permettre de faire ce bilan, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation d'intégrer 100% de ces filiales, par exemple. On peut avoir peut-être aussi une dépendance vis-à-vis d'entreprises externes. Ça peut être un pourcentage, on va dire, d'intégration de cette structure dans notre propre structure. Voilà, il peut y avoir des cas un peu spécifiques. Ce que je vous conseille, c'est déjà de définir, on va dire, l'organigramme, réfléchir à qu'est-ce que vous allez vouloir intégrer comme site, comme entité, comme organisation, on va dire, dans ce bilan. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensuite dans d'autres vidéos vous présenter des cas beaucoup plus complexes justement de définition de périmètre organisationnel, parce qu'en fait ça intéresse très peu de gens, étant donné que la plupart du temps une organisation est relativement simple et que ça se limite à les murs en fait de votre entreprise, avec ce qui se passe en amont, en aval, et éventuellement pour la collecte des données, quoi. Voilà. Donc
commençons par quelque chose de simple. Si vous avez plusieurs sites, plusieurs entités, évidemment, vous pouvez les intégrer. Vous pouvez très bien commencer peut-être même par une entité, si voilà, vous voulez vous autonomiser sur la réalisation du bilan, plutôt que de vouloir tout faire d'un coup, peut-être faites-le sur un périmètre restreint, et ensuite, assez rapidement, élargissez ce fameux périmètre organisationnel en intégrant voilà, d'autres entités, d'autres filiales, peut-être mettez de côté la partie internationale dans un premier temps, et puis peut-être intégrer là un peu plus tard. Voilà, c'est hyper intéressant aussi de regarder ce qui se passe sur des sites internationaux, parce que le comportement d'un bilan de gaz à effet de serre n'est pas du tout le même, parce que, enfin vous verrez, mais en France on a la chance d'avoir un mix électrique qui est extrêmement décarboné, ce qui fait qu'on a souvent le scope 1, scope 2 qui est assez écrasé par rapport au reste. Dès qu'on part dans des pays européens ou non européens, on se rend compte que la modélisation du bilan est très différente. Et justement, on a souvent un scope 1, scope 2 qui est beaucoup plus important, sur lequel on a des leviers d'action qui sont très différents. Voilà, donc c'est assez intéressant aussi de regarder ce qui se passe à l'international, et dans tous les cas, un jour ou l'autre, vous serez amené à avoir un bilan global de votre organisation, quoi. Donc, premier conseil, c'est faire simple dans un premier temps. Testez-vous sur peut-être voilà, une entité où vous sentez qu'il y aura plus de répondants aussi, il y aura plus de personnes dispo pour vous aider dans cette phase de collecte de données. Faites-vous la main là-dessus, et ensuite élargissez, effectivement, dupliquez si vous avez plein de sites, plein d'entités. Vous pouvez très bien aussi, on n'a pas le client qui nous dise, voilà, nous on va lancer la collecte dans 10 entités, 10 structures juridiques différentes, et on va tout faire en même temps. Voilà, donc on fait souvent des ateliers collaboratifs, où en fait on fait tout un processus de collecte de données à plusieurs. Chacun, il y a une personne responsable de chaque entité dans chaque site, et on fait des réunions communes toutes les semaines pour justement suivre un peu l'avancement du bilan. Donc c'est hyper intéressant aussi d'avoir une sorte de challenge un peu commun, collaboratif, avec différentes entités, différents sites, où là, s'il y en a qui prend du retard, il doit forcément aller un peu plus vite pour rattraper les autres. Voilà, c'est aussi assez challengeant, assez intéressant, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez le périmètre temporel. Donc là, on a déjà expliqué un petit peu, il n'y a pas de grosses complications, et en fait, c'est l'année du bilan. Donc, souvent, c'est l'année antérieure. On va prendre l'année, par exemple, en ce moment on est en 2026, donc on va souvent prendre l'année antérieure, donc l'année 2025. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une année sur laquelle on dispose de toutes les données, toutes les datas, même si tout n'est pas figé. C'est-à-dire qu'en fait on peut très bien revenir en arrière, comme on l'a un peu expliqué dans la vidéo précédente. On a souvent des entreprises qui ont déjà engagé des actions de réduction sans forcément avoir réalisé un bilan de gaz à effet de serre. Donc voilà, elles ont changé, transformé leur flotte de véhicules, supprimé une chaudière à gaz, et tout ça en fait elles peuvent pas le valoriser en 2025 parce que ça a déjà été fait sur les années antérieures. Et donc c'est souvent dommage, et donc ça les frustre, et donc elles se disent on va remonter sur ces années précédentes, on va réaliser un premier bilan avec les données, les datas des années précédentes. On va faire en même temps le bilan de 2025, et comme ça on pourra déjà voir les améliorations qu'on a pu mettre en œuvre par rapport à ce qui s'est passé en 2019, quoi. Voilà. Et on a aussi des cas de figure où on a des entreprises, typiquement on est en novembre 2026, on a presque toutes les données, parce qu'en fait on a un bon suivi au niveau des processus. Et donc on commence la démarche en novembre, et on sait qu'en fait on la terminera pas avant décembre, et qu'elle va se terminer peut-être en janvier 2027, auquel cas on peut déjà effectivement dès à présent faire une collecte d'informations sur l'année 2026. Voilà. On a aussi des personnes qui vont travailler sur des années comptables, ça change pas grand-chose, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler de janvier à décembre, vous allez travailler de mai à juin. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre organisation interne, c'est tout à fait compréhensible que voilà on puisse prendre une année comptable pour la réalisation du bilan, parce que c'est plus simple en termes de collecte d'informations, et ça change honnêtement pas grand-chose. Voilà, donc dans tous les cas, il faut définir ce périmètre temporel. Moi, je vous conseille toujours de prendre l'année antérieure, pas forcément besoin de revenir à 10 ans en arrière, sauf si effectivement il y a des grosses transformations sur vos structures qui sont intéressantes à mettre en avant. Et ensuite, voilà, ça sera l'année de référence de votre bilan, et notamment de votre plan de transition. Donc c'est quand même important de bien réfléchir à quelle année vous voulez prendre en considération. Et ensuite, on a le périmètre opérationnel. Donc là, c'est concrètement, c'est tous les flux qui vont se produire. Donc on a les flux en amont, les flux en interne, et les flux en aval de votre organisation. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans la précédente vidéo. Donc là, vous verrez, il n'y a pas de grosse complexité sur le fait de savoir si je prends ou pas en compte un flux, parce que dans la plupart du temps, tous les flux sont à prendre en considération. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est souvent le fait de dire est-ce que je prends en compte ce flux ou pas. On se pose la question de dire est-ce que si je supprime ce flux, est-ce que mon entreprise continue à fonctionner? On avait donné l'exemple dans la précédente vidéo des déplacements de domicile-travail, également pour les flux financiers, les services financiers. Voilà.
Et, on peut se poser la question pour tous ces flux. Est-ce que voilà, si on le supprime, est-ce que l'entreprise fonctionne de manière normale, oui ou non? Si c'est pas le cas, bah, il faut effectivement prendre en compte ce flux dans le périmètre opérationnel. Voilà. Et donc du coup, on va passer un peu plus de temps sur ce fameux périmètre opérationnel parce que c'est vraiment la clé du bilan de gaz à effet de serre, c'est justement aller collecter les données de l'ensemble de ces flux. Voilà. Donc pour ça, il y a ces histoires de scope qui, encore une fois, pour moi, sont toujours contre-productives parce que dans tous les cas, on s'en fiche un peu de savoir si ça atterrit dans le scope 1, dans le scope 2, dans le scope 3. L'objectif, c'est de faire en sorte que, voilà, il faut réduire les émissions, quoi. Donc voilà, il faut quand même avoir en tête que scope 1, scope 2, c'est toujours on va dire les flux internes, c'est ce qui se passe au sein de la structure. Donc on va vraiment redéfinir chaque poste d'émission et toutes les données qui devront être collectées. Mais dans le scope 1, scope 2, on va retrouver les consommations des bâtiments, des véhicules et les fuites de gaz frigorigènes. On a le scope 3 amont où là on va retrouver les déplacements de domicile-travail, les déplacements de visiteurs, tous les achats de biens, de services, le fret de la matière première, les amortissements, donc là c'est tous les bâtiments, les machines, les équipements, les véhicules, tout le fait de posséder voilà tous ces biens. Et en aval on va retrouver les déplacements professionnels, la collecte et le traitement des déchets et tout ce qui va se passer au niveau de la distribution des produits, leur utilisation et leur famille. Voilà. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez défini votre périmètre organisationnel, votre périmètre temporel, vous allez pouvoir schématiser votre périmètre opérationnel. Là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est reprendre un petit peu tous ces postes d'émission, de les mettre sur une feuille de papier et d'aller modéliser tous les flux que vous connaissez justement de votre organisation. Même si ce sont des flux très simples, hein, vous mettez voilà, les déplacements des visiteurs, les déplacements des travailleurs, tous les achats de matière. J'ai peut-être plusieurs entités, il y en a une qui va acheter la matière, qui va la transformer, qui va ensuite la redistribuer à une autre organisation, qui elle va la transformer d'une manière différente. Donc tous ces flux sont intéressants à mettre en place. Vous le verrez parce qu'on va aussi, notamment quand on a des organisations un peu complexes, on va éviter sur les exports réglementaires de la double comptabilité. Parce que si on achète de la matière dans une entreprise A, qu'elle est transformée puis réinjectée dans une entreprise B, qu'on va faire la somme de tous les bilans carbone de la holding, on ne veut pas avoir deux fois cette matière première qui soit prise en compte. Voilà. Donc c'est hyper important d'avoir cette modélisation de flux, notamment aussi sur le fret, voir comment la matière est transportée, à quel endroit elle est transformée, est-ce qu'il y a du fret maritime, du fret terrestre. Donc commencer un petit peu justement à schématiser vraiment tout l'ensemble des flux. Ça va être les flux énergétiques, un bâtiment qui va consommer de l'énergie, du gaz, on a une chaudière à fioul, on a des consommations de gaz un peu spécifiques. Vous allez vite comprendre toutes les données dont on a besoin et vous allez pouvoir vous poser à chaque fois pour chaque poste d'émission la question est-ce que ça j'en ai pas, peut-être poser la question à quelqu'un aussi en interne parce qu'il y a des choses que vous maîtrisez pas forcément. Voilà, donc à chaque fois vous allez vous poser la question et dès que vous avez un flux en tête, vous pouvez le modéliser sur une feuille blanche. Vous pouvez faire ça sur un format aussi informatique, il n'y a pas de problème. Si vous voulez partager aussi pour que ce soit complété par d'autres personnes, il y a plein de possibilités de le faire. Et ce qui vous permettra en fait d'éviter d'avoir des oublis. Voilà. Ça peut arriver de se dire en fait il y a quelque chose que j'ai vraiment complètement oublié, notamment parfois ça peut être les emballages, ça peut être l'utilisation du produit, vous allez vite comprendre pourquoi et souvent c'est des postes qui sont pas toujours négligeables donc il faut quand même s'assurer que tout est bien pris en compte. Ce qu'on a l'habitude de faire en général quand on travaille avec nos clients sur les outils qu'on a développés justement pour permettre à n'importe qui de faire des bilans de gaz à effet de serre en autonomie, c'est qu'on injecte aussi des bilans vierges. Vous verrez, en fait là on va vous présenter un cas de figure d'une entreprise fictive, mais on peut aussi par exemple vous donner un bilan vierge qui recentralise toutes les données qu'on a généralement dans un bilan carbone d'une entreprise. Et comme ça permet de voir est-ce que ça c'est pris en compte ou pas. On vous présentera également à la fin de la vidéo un Excel qu'on a conçu qui permet de suivre l'avancement de la collecte des données. Donc ça c'est pareil, c'est tout un tas de données, d'informations qu'on va partager en open source. Il vous suffit de faire partie du réseau Discord qu'on a créé qui permet vraiment de fédérer une communauté et donc dedans vous allez retrouver tous les documents que je vous présente, les slides également, on va les rendre en open source, il n'y a pas de problème. Mais notamment tous les outils qu'on utilise au quotidien et qu'on a mis en place auprès de nos clients pour justement leur faciliter la vie sur cette phase de collecte d'informations, seront disponibles. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous injecte dans ces réseaux-là. Voilà. Et rapidement, avant de rentrer dans
la phase d'explication des données qu'on va collecter, c'est important aussi d'avoir une précision sur le type de données qu'on va collecter. Il y a 5 types de données qu'on va collecter dans le cadre d'un bilan de gaz à effet de serre qui vont permettre d'avoir un niveau de précision plus ou moins important du résultat du bilan. Pourquoi? Parce que en fait, vous verrez que dans tous les postes d'émission qu'on a définis, sur certains postes, il y a des données dont on ne dispose pas parce que voilà, il n'y a pas forcément l'information au niveau de la comptabilité, on n'a pas le temps, on sait que c'est quelque chose qui va pas être forcément très représentatif, donc on ne veut pas passer non plus 3 semaines à aller collecter une information, et d'autres postes qui sont prioritaires mais pour lesquels voilà, on veut faire en sorte d'avoir une information très précise, donc on va hiérarchiser le type de données qu'on va collecter en fonction des différents postes d'émission. On va toujours, vous le verrez dans la partie vraiment formation, on va toujours vous inciter à aller chercher ce qu'on appelle la donnée primaire, donc c'est la donnée la plus précise pour justement aboutir à un calcul qui a le moins d'incertitude possible. Sachant qu'il y a 2 incertitudes. Il y a l'incertitude de la donnée qu'on va collecter et l'incertitude du facteur d'émission qu'on va utiliser. On reviendra sur ces notions de manière beaucoup plus détaillée dans d'autres vidéos. Mais rapidement, l'incertitude de la donnée, vous êtes les seuls à pouvoir agir dessus. C'est-à-dire que vous allez définir une incertitude, par exemple sur des données extrêmement précises, l'incertitude sera nulle, alors que sur des données qui seront très moyennées, l'incertitude sera élevée. Et ensuite, on a l'incertitude du facteur d'émission qu'on utilise en face, qui permet, alors ça c'est des matrices, c'est les facteurs d'émission qu'on va vous proposer, qu'on va utiliser au quotidien, soit sur des outils open source, soit sur des logiciels de compte à carbone. Et donc chaque facteur d'émission a une incertitude parce qu'on ne maîtrise pas au gramme de CO2 près combien on émet de CO2 sur une voiture thermique par exemple. C'est des matrices qui nous donnent effectivement des moyennes avec des incertitudes. Et donc cette somme d'incertitudes va nous donner ensuite l'incertitude de chaque poste d'émission et l'incertitude totale du bilan carbone, avec l'objectif que voilà, sur une première année, on accepte peut-être d'avoir une incertitude un peu plus élevée, mais on va essayer de progresser d'une année sur l'autre, en allant chercher de la donnée de plus en plus précise en fonction des postes prioritaires qu'on peut avoir. On va essayer d'améliorer aussi la qualité des facteurs d'émission pour réduire le niveau d'incertitude totale. Voilà. Donc là, le premier type de données qu'on va collecter, c'est ce qu'on appelle les données physiques. Donc c'est le Graal. C'est ce qu'on va rechercher en priorité. Donc là, on va chercher des données en litres, en kilowattheures, en mètres linéaires, en tonnes de matières premières déplacées. Voilà, donc c'est vraiment les facteurs d'émission qui ont le moins, les données d'activité qui ont le moins d'incertitude. Donc c'est hyper important parce que voilà, c'est souvent des données qu'on va récupérer sur des factures, sur des ERP par exemple, et donc notamment sur les postes prioritaires, on va essayer de dire là il faut passer peut-être un peu plus de temps à aller chercher ces données physiques parce qu'elles vont nous permettre vraiment d'aboutir à un calcul qui soit le plus précis possible. Voilà. Donc gardez-le en tête, on vous représentera vraiment les données physiques qu'on attend de vous dans le cadre d'un bilan de gaz à effet de serre, notamment pour chaque poste d'émission. Et donc si on n'a pas accès à cette information, parce que on l'a pas sur la facture, parce que le RP fonctionne pas, parce que un tel n'a pas l'information, il faut trouver des solutions. On peut pas laisser la case vide dans le bilan de gaz à effet de serre, il faut absolument mettre une information. Et donc c'est là où vont intervenir les autres types de données, c'est qu'elles vont nous permettre de trouver des alternatives si jamais on n'a pas cette information physique. Donc là, première alternative, c'est la donnée comptable. C'est-à-dire que on n'a pas accès on sait qu'on achète beaucoup de matières. Par exemple, il y a tel fournisseur, tous les ans, on lui achète 1 million d'euros de pièces mécaniques, mais on ne maîtrise absolument pas, même si ça peut être curieux, mais on ne maîtrise pas tout ce qu'il y a dedans. Donc malheureusement, on sait que c'est des pièces mécaniques avec une composante aluminium, je dis n'importe quoi. Donc c'est pas simple parce qu'on maîtrise pas la quantité, on n'a pas forcément le poids, on n'a pas forcément le nombre d'unités. Donc du coup, ce qu'on va dire, c'est qu'on va utiliser un facteur d'émission monétaire qu'on essaie d'éviter au maximum parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces facteurs d'émission. Je vous repréciserai tout ça un peu plus en détail dans d'autres vidéos pour pas trop alourdir non plus la vidéo sur les périmètres. Mais voilà, dès qu'on comptabilise des euros, forcément, ce qui se cache derrière en termes de facteur d'émission est moins précis. Mais ça permet de considérer un flux. Voilà, si la seule solution c'était de pas le considérer, on serait passé à côté d'un énorme impact. Il faut garder en tête que plus on va dans un niveau de précision qui est amoindri, plus les facteurs d'émission en face ont tendance à faire une surestimation aussi du calcul. Alors c'est pas prouvé toujours, mais plus on est sur des données moyennées ou monétaires, plus justement le
le facteur de mission est aussi surestimé parce que forcément on maîtrise pas exactement ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà, donc c'est les données monétaires, donc ce sont la comptabilité qui va nous apporter ces informations. Dans tous les cas, il faudra aller les voir parce qu'il y a des informations sur lesquelles on n'aura pas de données physiques. Je reviens sur l'exemple des données des achats de services. Votre expert comptable, votre banque, vos avocats, tout ce qu'on dépense en termes de communication, tout ça, on maîtrise pas forcément, on n'a pas forcément une donnée physique qui va nous permettre de le préciser. Donc là, une donnée monétaire suffira largement, sachant que bien souvent, c'est pas le gros de l'impact. Donc pour le comptabiliser, on va partir sur des euros, on regarde combien on a dépensé en euros et on y associe un facteur de mission monétaire. Voilà. Ensuite, les troisièmes types de données, ce sont les données extrapolées. Donc là, c'est hyper intéressant également. C'est-à-dire que parfois, on a accès à des données physiques, mais on n'a pas 100% de ces données. Donc je prends l'exemple, par exemple, des déplacements de domicile-travail. Vous allez mener une enquête interne pour aller essayer de comprendre comment se déplacent tous les salariés. Voilà, on va vous donner aussi, vous le verrez, des exemples d'enquêtes, comme ça vous pourrez le faire en autonomie. Et vous dire, voilà, vous me dites combien de kilomètres vous parcourez tous les matins, est-ce que vous faites plutôt du véhicule thermique, véhicule hybride, est-ce que vous faites du vélo, est-ce que vous faites du covoiturage, si vous faites du télétravail, combien de jours par semaine. Et toute cette enquête va vous permettre de définir ensuite les données physiques les plus précises pour tout votre déplacement domicile-travail. Sauf qu'en général, on se rend compte que sur une enquête comme ça, il est très rare d'avoir 100% des réponses. Mais peut-être que vous aurez 80% de réponses. Sur 100 salariés, il y en aura 80 qui auront joué le jeu. Il y en a 20 qui n'ont pas accès à des outils informatiques, qui ont la flemme, qui n'ont pas envie, qui sont pas motivés. Donc du coup, il faudra quand même prendre en considération dans le bilan ces 20 personnes. Et donc pour ça, on va faire une extrapolation des données. C'est-à-dire qu'on va partir des résultats qui nous donnent 80% des datas, des informations avec des données plutôt précises, et on va extrapoler sur les 20% restants. Ce qui va nous donner une enquête qui est assez bonne, parce que en fait, voilà, peut-être qu'il y a 20 personnes qui n'étaient pas là, qui étaient en congé, mais globalement, le comportement des 80 premières personnes est relativement conforme à ce qui se serait passé si 100% des gens auraient répondu, quoi. Il y a un peu d'incertitude, mais c'est plutôt une bonne chose, quoi. Là où c'est problématique, c'est si vous avez 100 personnes, qu'il n'y en a que 10 qui répondent. En général, c'est les 10 qui sont motivés, qui peut-être viennent tous en vélo parce que justement ils sont super écolos, et les 90% c'est des climato-sceptiques de la boîte qui n'ont pas répondu. Bon, voilà, là l'enquête elle est peut-être un peu biaisée, quoi. Mais bon, c'est assez rare, mais bon, on estime que si on a 50% des réponses, c'est déjà pas mal, et plus on a de réponses, mieux c'est en termes de précision, quoi. Et cette extrapolation, on peut la faire sur d'autres postes, on verra aussi progressivement en fonction des différents postes d'émission, mais on verra qu'on peut faire parfois des extrapolations aussi assez pertinentes pour notre étude. Voilà. Et ensuite, on a les données, ce qu'on appelle les données statistiques ou les données approchées. Donc c'est là où, effectivement, on n'a pas d'enquête, on n'a pas de données monétaires, on n'a pas de données physiques. Mais il faut trouver des solutions. Par exemple, sur les déplacements de domicile-travail, on veut pas, voilà, c'est pas conforme avec notre notre stratégie RSE. On veut pas collecter d'informations auprès des salariés. Voilà, c'est RGPD, compagnie, j'en sais rien. On veut pas mener cette enquête. Donc comment on fait? En fait, on va partir, par exemple, des données INSEE qui nous disent qu'en moyenne, dans telle ville, à la campagne, à 50 km de la ville, les gens se déplacent en moyenne à 50% en véhicule thermique et ils font X kilomètres tous les jours. L'autre partie, c'est plutôt du bus, du train, voilà. Et donc ça, c'est des données statistiques, des données approchées qui nous permettent d'avoir quand même la considération du poste et d'émission, qui sont très incertaines, parce qu'elles ne reprennent pas du tout en considération ce qui se passe vraiment au sein de la structure, mais plutôt une moyenne au niveau national, qui est pas forcément inintéressante, mais qui peut être intéressant à prendre en compte pour un premier bilan. Parce que si on se rend compte à la fin que le poste déplacement de domicile-travail, c'est 0,2% du bilan, est-ce qu'on a envie de mener une enquête auprès de 150 salariés pour estimer plus précisément 0,2% du bilan? Peut-être pas. À l'inverse, si on se rend compte que cette approche vraiment très approximative met en lumière que 50% d'impact, c'est les déplacements de domicile-travail, là en fait ça devient vital d'estimer plus finement ce qui se passe derrière pour ensuite mettre en place des actions qui soient vraiment efficaces, que ce soit du covoiturage, mettre à disposition des vélos électriques, j'en sais rien. Et donc si on maîtrise pas ce qui se passe derrière, si on prend que des données moyennées ou statistiques, ça devient compliqué. Voilà. Donc tout dépend en fait du niveau de précision que vous allez vouloir avoir sur le premier audit. Encore une fois, on va toujours vous conseiller d'aller au bout de ce premier audit plutôt que de vous épuiser dès le premier bilan. Mais assez rapidement, et vous le verrez ça dans la formation, on va vite vous mettre en lumière les postes qui sont prioritaires et sur lesquels ça nécessite de faire un effort pour aller chercher vraiment de la donnée physique ou extrapoler
précise parce qu'on sait pertinemment qu'en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous allez travailler, bah, ça va représenter un poste d'émission important, quoi. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir rejoindre la communauté, c'est que derrière il y aura aussi un partage de différents bilans d'entreprises partenaires, concurrentes ou qui travaillent sur des thématiques un peu similaires qui vont vous permettre justement de voir un petit peu la composition des bilans, quoi. Ce qui peut être intéressant également, c'est d'aller directement sur le site de l'ADEME qui centralise tous les bilans de gaz à effet de serre qui sont réglementaires, parce qu'une entreprise qui est soumise à réglementation a l'obligation de divulguer son bilan carbone. Et bon, c'est soit des entreprises qui font plus de 500 salariés, donc c'est assez limité. Et on a aussi toutes les entreprises qui ont bénéficié de subventions publiques pour faire des calculs d'empreinte carbone et qui, obligatoirement parlant, une fois qu'ils ont utilisé cet argent public, doivent divulguer le résultat de manière publique également, quoi. Donc sur le site de l'ADEME, vous pouvez vous connecter, vous pouvez regarder justement, mettre les noms de vos concurrents, et vous allez voir s'ils ont fait des bilans ou pas, s'ils ont proposé en open source justement ces résultats également. Et ça vous donne une idée aussi justement des postes prioritaires. Parce que si l'entreprise concurrente qui est à 100 km de chez vous fonctionne sur un modèle très similaire, il y a des chances que le bilan est à peu près la même tête. Alors c'est pas exact, hein, on n'est pas au gramme de CO2 près, mais au moins vous allez vite voir les postes prioritaires sur lesquels il faudra effectivement se focaliser, quoi. Voilà, donc maintenant on va rentrer vraiment un peu plus dans le détail des données qu'on collecte dans le cadre d'un bilan de gaz à effet de serre, avec tous ces 9 postes, hein, donc le poste énergie, le poste hors énergie, les intrants, les déchets, les emballages, le fret, les déplacements, l'immobilisation, le numérique et l'utilisation et la fin de vie. Donc là ce qu'on vous propose de faire, c'est prendre chaque poste d'émission et de vous expliquer ce qu'on a pour habitude de collecter comme données, venir peut-être plus sur la présentation des données physiques en priorité. Et comme ça, vous allez pouvoir déjà modéliser l'ensemble des flux de votre structure. Pour chaque poste, vous allez vous poser la question, est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai besoin de modéliser? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça me concerne pas? Peut-être vous poser quelques points d'interrogation pour aller valider ça soit en interne, soit auprès de la communauté, pour justement dire, voilà, ça j'ai un doute, je sais pas si je suis concerné ou pas, est-ce que vous pensez qu'il faut que je le prenne en compte ou pas? Donc voilà, tout ça, ça va vraiment vous permettre de vous poser les bonnes questions et surtout d'amener des réponses. Et ensuite vous dire, voilà, j'ai besoin de toutes ces données physiques, je vais les lister. Et donc, vous verrez là où on peut aussi vous mettre à disposition justement ce fameux tableur de collecte de données qu'on a mis en place depuis des années avec nos clients et qu'on a bien poussé justement pour centraliser toutes ces informations. Et vous allez pouvoir comme ça essayer de réfléchir comment je vais chercher ces données. Quelle personne je vais peut-être contacter sans forcément rentrer tout de suite dans la collecte d'informations, parce qu'on verra qu'il y a une phase justement de vidéo qui va suivre, qui va vous présenter poste par poste justement toutes ces données à collecter, et notamment dans ces vidéos on viendra justement sur des choses qu'il faut éviter de faire, sur des bonnes pratiques, sur éventuellement on vous mettra aussi à disposition des outils pour aller chercher ces données, les ERP, voilà, enfin bref, on viendra vraiment en détail sur tout ça. Là c'est plus une présentation globale. Ça vous permet de voir un petit le boulot qu'il y aura à mettre en œuvre pour aller justement collecter toutes ces informations et réfléchir si ça vous concerne ou pas. Donc pour le premier poste, on a le volet énergie. Donc là, énergie, si je schématise très simplement, c'est les consommations d'énergie de votre structure, quoi. Que vous soyez locataire ou propriétaire des locaux, il faut toujours considérer la consommation d'énergie du bâtiment. Ça sera plus ou moins facile d'aller accéder à ces données parce que quand on est locataire, on peut être aussi dans des bâtiments partagés, donc c'est pas toujours simple. On reviendra dessus vraiment dans une vidéo explicative qui reviendra justement sur tous les cas pratiques qu'on a pu identifier et justement les solutions pour répondre à ces problématiques. Mais le Graal, c'est d'aller chercher la facture d'électricité, où là on va voir directement les kilowattheures consommés. Voilà. Donc on veut pas les euros dépensés, parce que si vous dépensez 1000 euros chez EDF, c'est pas forcément les mêmes consommations que si vous dépensez 1000 euros chez Engie, ça dépend de votre fournisseur d'électricité. Donc c'est là où la donnée en euros ne nous intéresse pas forcément, mais la donnée en physique, en kilowattheures, est extrêmement pertinente. Et on va faire la même chose sur tous les autres types de combustibles. Ça peut être du gaz, ça peut être du fuel, ça peut être d'autres systèmes que vous pourriez avoir pour consommation d'énergie ou de chauffage. Donc tout ça est à collecter. Donc c'est des litres, des mètres cubes, des kilowattheures. Tout ça c'est intéressant. Donc en général on va plutôt aller chercher directement les factures ou éventuellement se connecter sur des compteurs Linky par exemple intelligents qui vous donnent directement ces informations. C'est un poste qui est très simple à considérer, à mettre en place. Là-dessus c'est souvent
La première chose qu'on met en place, parce que du coup en fait on a l'impression d'avoir avancé dans le bilan, on a un poste d'émission qui est bien avancé, bien collecté, et check, voilà, ça c'est fait, on passe à autre chose. Et voilà, donc c'est assez intéressant de commencer par ça, parce qu'il y a pas de grande difficulté, et puis ça permet de cocher les cases. Ensuite, on a le poste hors énergie. Donc là, il peut être simple ou moins simple. Dans ce poste énergie, dans la plupart du temps, et donc 80 à 15% des boîtes, ça se limite à des systèmes où on va retrouver des émissions de gaz à effet de serre, mais non liées au process énergétique. Donc principalement, c'est les systèmes de climatisation. Voilà, je le dis assez rapidement, c'est en gros, voilà, on a des systèmes de climatisation, donc on va pas regarder la consommation d'énergie pour faire fonctionner le système de climatisation, on va regarder les fuites de gaz qui sont présents dans les systèmes de clim pour les faire fonctionner. Donc en fait, un système de climatisation, dedans il y a du gaz qui est un gaz à effet de serre, souvent extrêmement nocif, avec ce qu'on appelle des PRG, si vous vous souvenez un peu de la première vidéo, des pouvoirs de réchauffement global qui sont énormes, et donc du coup on a des fuites qui peuvent être opérées, et une fois ce fameux PRG, ça peut représenter beaucoup. Voilà, on a eu des surprises parfois, on a des boîtes qui n'avaient pas justement considéré ce calcul, et une fois qu'ils l'ont fait, ils se sont rendus compte que ça émettait autant que les consommations énergétiques de tous leurs bâtiments. Voilà. Voilà. Donc c'est hyper intéressant à analyser. On se rend compte que de plus en plus la réglementation va limiter justement ces fuites de gaz émissifs, parce que les gaz qui étaient très nocifs commencent à être interdits, et on commence à les remplacer par des gaz qui sont un peu moins nocifs. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra considérer. On le verra dans la vidéo qui explique vraiment comment mesurer, calculer ou aller chercher ces données, comment le faire, parce que très souvent on n'a pas accès à cette information, et donc là il faut l'estimer, ou alors éventuellement l'extrapoler. Bref, on va rentrer dans le détail, et ensuite, pour certaines entreprises, il peut y avoir des procédés, des process un peu spécifiques. Donc là, il faudra vous poser les bonnes questions. Typiquement, dès qu'on commence à travailler dans la chimie industrielle, dans l'agriculture, où il y a beaucoup d'engrais, par exemple, déployés sur les terrains. Donc tout ça, voilà, c'est ce qu'on appelle les fuites de gaz hyper impactantes qui sont à comptabiliser. On a aussi le SF6, donc c'est dans très peu de cas de figure, mais voilà, si vous avez, on va dire, une grosse consommation d'énergie dans vos bâtiments, il se peut que vous ayez aussi un poste source, qui lui est isolé avec du SF6. Et le SF6, c'est le gaz le plus émissif en termes d'empreinte carbone. Donc même de toutes petites fuites peut avoir un énorme impact sur la comptabilité du bilan. Voilà. Ensuite, on a le poste donc des déchets. Donc là, c'est en fait comment estimer l'empreinte carbone du traitement de tous les déchets que vous allez opérer au sein de votre structure. Donc là, c'est assez facile aussi, parce que en général, les déchets sont assez bien gérés en interne. On a notamment tout un processus de traitement de ces déchets en externe par des boîtes qui vous envoient tous les ans un rapport qui de plus en plus intègre justement l'empreinte carbone de tous les traitements de tous les déchets. Donc là, c'est le Graal, parce qu'en fait, vous laissez la gestion, on va dire, à une société externe. Cette société externe vous envoie le bilan à la fin d'année, et vous avez directement les émissions de CO2 associées à tous les traitements des déchets, quoi. Donc là, c'est top. Mais voilà, ça peut être des déchets industriels, ça peut être des déchets aussi dangereux avec des gaz spécifiques. Donc là, on va les distinguer. Vous verrez, ça n'atterrit pas forcément dans les mêmes cases, même si au final, ça reste un traitement à réaliser. Et on peut aussi aller regarder les consommations d'eau usée. Voilà. Donc on va pas forcément aller regarder, parce qu'on nous pose souvent la question, combien de fois on tire la chasse pour mesurer l'empreinte carbone de votre société. On a déjà eu le cas, on l'a fait pour rigoler, mais c'est pas le sujet. Là, on parle vraiment de consommation d'eau à très grande quantité, où là effectivement le traitement de ces eaux usées aussi nécessite une intervention énergétique très forte après. Donc voilà, c'est à prendre en compte, quoi. Mais c'est assez rare. Principalement, la plupart du temps, ça se limite au traitement des déchets normaux, éventuellement des déchets spéciaux qui sont à prendre en considération, quoi. Ensuite, on a le poste le plus complexe, voilà, qui est le poste des intrants. Intrants, ce sont les achats. Voilà. Toujours pareil, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué.
c'est les achats. Les achats, il y a deux choses. Il y a les achats de matière, donc celles qui vont être comptabilisées le plus possible avec des données physiques. Absolument, il faut garder ça en tête dès le début. Tous les achats de matière, on ne veut pas se limiter à des euros dépensés parce que dans 80% des entreprises, le poste des achats est le poste qui va représenter le plus d'émissions de CO2. Voilà. Je spoil un petit peu les bilans de certaines activités. Mais c'est souvent la grosse problématique. Donc c'est ce qui se passe en amont chez nos fournisseurs. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire parce qu'on peut quand même avoir une phase de sélection, de choix de ces fournisseurs. Mais pour ça, il faut effectivement être capable de mesurer un peu près finement ce qui se passe dans notre chaîne de valeur. Et c'est là où ça devient compliqué. Soit on a effectivement des données physiques qui va nous dire, bah voilà, je consomme tant de tonnes d'acier, tant de tonnes d'aluminium, tant de tonnes de maïs, de pain, enfin bref, on peut imaginer plein de choses en termes d'achat. Soit je vais aussi proposer à mon fournisseur de me donner l'empreinte carbone de cet achat. C'est-à-dire que j'achète 1 million d'euros auprès de cette structure. Cette personne a fait le calcul d'empreinte carbone de sa société, des produits qu'elle vend, et elle va peut-être être capable de nous donner cette information. Et auquel cas, là, c'est encore plus intéressant parce qu'en fait, on n'est même plus sur des moyennes de facteurs d'émission en tonnes ou en kilomètres ou autre chose. On est vraiment sur une donnée précise qui a été quantifiée. Donc après, il faut prendre aussi avec des pincettes parfois ce qui nous est fourni auprès des fournisseurs. On verra ça dans le détail, dans l'explication. Je ne vais pas trop leur dire un petit peu cette présentation, mais voilà. Le Graal, c'est déjà d'avoir toutes les données en poids, en unité d'œuvre, en litres, et d'avoir vraiment une précision. Donc souvent les ERP centralisent bien toutes ces datas. Et ensuite, on verra comment faire les associations avec les bons facteurs d'émission, et on verra comment on peut peut-être même aller chercher des facteurs d'émission auprès des fournisseurs. Et si on n'y arrive pas, bah voilà, certains achats, on va les quantifier via des données monétaires. On parle souvent de la loi de Pareto avec les 80-20, si ça parle un petit peu. On se rend compte que bah voilà, 20% des achats, 80% des achats sont quantifiés assez facilement, quoi. Et les 20% restants, bah, en fait, on peut leur donner une approche monétaire parce que c'est pas ça qui a représenté beaucoup dans le calcul d'émissions. Donc on va se focaliser sur les 80% et faire en sorte qu'on leur associe vraiment des données physiques. Et pour le reste, peut-être qu'on passera sur des données monétaires la première année, tout en essayant d'estimer progressivement un peu mieux justement cet impact les années suivantes. Et ensuite, on a l'autre poste qui sont les services financiers. Donc là, on a vraiment tous les achats qui ne sont pas quantifiés via des données physiques. Donc c'est les services, les frais bancaires, le marketing, la télécommunication, les frais d'hébergement, de restauration, la sous-traitance, les prestations. Voilà, tous les euros dépensés seront comptabilisés. Donc il faut travailler par famille. Et en fait, on a des matrices de facteurs d'émission monétaires qui vont dire, vous dépensez 1000 euros dans les télécoms. En général, c'est X tonnes de CO2 par euro dépensé. On aura juste à faire les bonnes multiplications et on aura une estimation d'impact. Et encore une fois, nos fournisseurs seront capables dans les prochaines années ou même dès aujourd'hui à nous donner une information assez précise. Je le vois dans les télécoms, on a souvent des SFR, des Bouygues ou autres qui vous mettent à titre perso même l'empreinte carbone de votre facture. Et en fait, c'est la même chose au niveau corporate. De plus en plus dans les factures, les fournisseurs sont capables de nous mettre ces informations. Auquel cas, il faudra être capable d'aller les récupérer pour les injecter dans le bidon. Les emballages sont dissociés. Pourquoi? Alors concrètement, un emballage c'est un achat, c'est un intrant, mais en fait dans la méthodologie de calcul, on s'est rendu compte que parfois pour certaines entreprises, l'emballage était plus impactant que le produit lui-même. Donc c'est-à-dire que tout le process, on va dire, de conception, on va dire, d'un produit fini pour l'envoyer chez un client était plus faible que juste l'emballage lui-même. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parfois d'avoir cette distinction. Je pense notamment à un secteur, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dedans, pas par choix, mais Mais on a fait pas mal d'audits de brasseries de bière. Et en fait, on se rend compte que effectivement, alors ça vaut dans plein de secteurs agroalimentaires, mais la production de la bouteille en verre est un vrai sujet. Voilà. Et donc c'est là où c'est intéressant aussi d'avoir dans la présentation des résultats une dissociation des deux notions de matière première qui sert à produire la bière et de la matière première qui sert à produire l'emballage. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément les mêmes solutions qu'on va voir émerger sur ces deux impacts. Et c'est intéressant, notamment de travailler sur la canette par exemple, même si ça fait un peu crassou de boire dans des canettes, on se rend compte que c'est une très très bonne solution pour réduire l'empreinte carbone justement de la filière de la brasserie, et on se rend compte que c'est aussi un bon moyen de préserver la qualité de la bière. Donc c'est pour ça que ça devient un peu plus hype, mais il y a toute une notion
de travail de fond autour de l'emballage qui a été initié par la filière pour justement voir comment on pouvait réduire ce fameux empreinte carbone au niveau de l'emballage. Voilà. Donc c'est toujours la même chose, on va chercher des données physiques, hein, c'est quantité de papier, de carton, de métaux, de bois, de plastique, en kilogrammes, en tonnes, en unités d'œuvre, voilà, qui vont nous permettre de faire cette estimation. Ensuite, on a le poste du fret. Donc le fret, donc c'est tout le transport de la matière. Donc là, on a 3 frets. On a le fret amont, le fret interne. Si vous avez plusieurs sociétés, donc c'est là où quand vous allez modéliser vos flux, c'est aussi intéressant de voir comment ils transportaient la matière d'un site à l'autre. Est-ce que ça fait un aller-retour, par exemple? Parce que peut-être que si une pièce qui est transformée, une partie va être envoyée chez un sous-traitant ou dans une autre entité pour revenir ensuite pour l'assemblage final. Donc tous ces flux en fait sont intéressants à modéliser parce qu'il faudra qu'on les quantifie. Parfois les flux sont opérés par des camions ou des solutions qui sont propres à notre structure. Parfois elles sont sous-traitées. Donc c'est souvent le cas. Quand c'est en amont, en aval, c'est sous-traité. Là où c'est intéressant, vraiment sur le poste fret, c'est qu'en fait, il y a une obligation réglementaire pour les grands fournisseurs de fret de donner l'empreinte carbone de leurs prestations. Auquel cas, que vous soyez voilà chez Geodis, DPD ou autre, si vous les questionnez, vous leur dites il me faut l'empreinte carbone de tout ce que je vous ai sous-traité sur l'année 2025, ils ont l'obligation de vous donner cette information. Donc il faut souvent la demander plusieurs fois parce qu'ils sont pas très répondants, et c'est aussi là que c'est intéressant de voir justement les fournisseurs qui répondent le plus vite, qui sont justement plutôt enclins à donner cette information, parce qu'en général s'ils la donnent, c'est qu'eux-mêmes ont fait un gros travail de fond sur la réduction de ces émissions, et donc ils ont plutôt envie de vous partager l'information, quoi. Et donc demain, s'il faut sélectionner un fournisseur, je sais pas, ou relancer un appel d'offres pour aller sélectionner un transporteur de fret, vous en aviez 10 qui étaient référencés, il vous en faut que 5, vous avez peut-être priorisé sur les 5 qui justement font un effort d'aller vous proposer ou fournir cette information. Bref, mais en tout cas, ça sera la priorité. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est que quand on lance le calcul d'empreinte carbone justement d'une structure, très très vite, on va vous proposer d'aller questionner ces fournisseurs parce que le temps de réponse est assez long, peut être assez long. Et parfois, sur 10 fournisseurs de fret, il y en a 8 qui vont vous répondre. Et c'est là où en fait, on va avoir cette notion d'extrapolation, c'est que sur les 2 qui n'ont pas répondu, on va pas dire tant pis, on les prend pas en compte, on va faire une extrapolation parce qu'on estime que sur le fret de toute notre matière première, sur les 10 fournisseurs, ils font à peu près ils font à peu près tous les mêmes modes de déplacement, donc on peut extrapoler assez facilement sur les 2 restants. Voilà. Mais si on n'a pas accès à cette information, il faudra qu'on aille quantifier quand même cet impact du fret et comment ça fonctionne. Généralement, ça on va raisonner en camions déplacés. Donc par exemple, si c'est un camion 100% floqué avec votre entreprise qui part d'un point A à un point B, on a des facteurs d'émission qui vont estimer les kilomètres parcourus par ces camions, ces types de camions. Ou alors, si c'est dans un camion, mais il y a plein d'autres aussi. Il peut y avoir aussi plein d'autres matières premières pour d'autres partenaires, d'autres fournisseurs ou d'autres concurrents. On va raisonner en tonnes de matières déplacées sur tant de kilomètres. Donc en fait, comme on va faire un listing de toutes les matières premières dans la notion d'achat, on aura déjà toutes les matières qu'on va acheter. Et il suffira juste d'associer un kilomètre avec un fournisseur pour dire j'ai fait tant de tonnes qui ont été déplacées sur tant de kilomètres. Et donc là on a des matrices avec des facteurs d'émission en fonction des camions qu'on peut utiliser qui vont nous modéliser justement cette empreinte carbone en tonnes de matière déplacée. Voilà. Et donc après ça peut être aussi en avion, en bateau, donc on a tous les facteurs d'émission nécessaires, mais c'est important vraiment de faire cette modélisation de flux, de comprendre comment bouge la matière. En priorité, on ira voir les fournisseurs, et si on les a pas, on ira estimer en tonnes déplacées. Voilà. Ensuite, on a le poste des déplacements. Donc là, il n'est pas non plus négligeable. Il est assez simple à mettre en place. Donc là, il y a 3 choses. Il y a les déplacements au domicile-travail. Donc souvent, on va mener une enquête. Donc on vous donnera aussi des moyens de lancer ces enquêtes. On peut créer des Google Forms par exemple, c'est plus simple, comme ça tout le monde répond, c'est centralisé au même endroit, ça permet de faire les calculs automatiques, c'est assez simple. Ça peut être aussi des formulaires papier, on a souvent des clients aussi qui n'ont pas de... Tout le monde n'a pas un smartphone ou un ordinateur, donc auquel cas il faut aussi mener des enquêtes papier. Donc tout ça se fait assez facilement, c'est toujours à peu près les mêmes questions, donc il n'y a pas de... on s'en le verra à un moment venu, mais il n'y a pas de grosses problématiques par rapport à ce poste-là. Là où ça peut être plus complexe, c'est sur les déplacements professionnels. Donc c'est là où on va regarder en fait tout ce que vous allez émettre comme carbone sur les déplacements pro. Donc là on va retrouver les véhicules de fonction, on va retrouver les véhicules de location éventuellement ponctuels quand vous allez vous déplacer dans telle ou telle ville.
On va avoir tous les déplacements en avion, en train, en taxi, voilà. Donc là, il y a plein de moyens d'aller récupérer de l'information. Souvent, on va vraiment raisonner en kilomètres parcourus, en litres d'essence dans les véhicules de fonction. Parfois, on externalise aussi justement cette prestation d'aller réserver les déplacements pro. Donc les agences de voyage de plus en plus vous fournissent aussi à la fin d'année un résultat avec tous vos déplacements, les euros dépensés et les kilogrammes de CO2 associés aux déplacements que vous avez opérés. Donc là, c'est hyper intéressant parce que c'est de l'information qu'on n'aura pas besoin de recalculer. Sinon, on aura aussi d'autres moyens de le faire assez facilement, vous verrez. Et le dernier poste, c'est les déplacements des visiteurs ou des clients. Donc là, c'est assez rare d'avoir considéré ce poste-là, mais on se rend compte que parfois c'est quand même le cas. Je prends souvent l'exemple d'une banque. Pourquoi on prend en compte ce poste-là? Parce que là on peut se dire c'est nos clients, c'est les visiteurs, ça ne nous concerne absolument pas. Vous prenez l'exemple d'une banque aujourd'hui qui a des points physiques dans à peu près partout toutes les villes. Si les clients ne peuvent pas venir se déplacer jusqu'au point de rendez-vous, jusqu'à l'agence, est-ce que le système bancaire tel qu'il existe aujourd'hui continue à fonctionner? Non. Enfin, en tout cas, si vous voulez une banque digitale, vous allez vers une banque digitale. Si vous voulez travailler avec une banque qui dispose justement de points physiques, c'est que vous avez fait un choix d'aller bosser avec cette banque-là. Et donc, c'est un déplacement que vous allez opérer qui est à comptabiliser dans leur bilan carbone, quoi. Voilà. Et donc, très souvent, on se rend compte que le poste des déplacements visiteurs, pour la banque, c'est un vrai sujet, quoi. Voilà. Mais ça peut être aussi un sujet pour vous. Voilà, si vous faites, je sais pas, si vous faites un showroom tous les ans pour vous vendez des caravanes, j'ai n'importe quoi, et tous les ans vous faites venir de la France entière 10 000 personnes pour visiter vos caravanes, il y a peut-être un sujet effectivement, quoi. Si vous avez aussi par exemple beaucoup de fournisseurs qui viennent vous voir pour aller justement travailler sur votre outil opérationnel, votre fournisseur qui est en Chine, et donc toutes les 2 semaines il y a une équipe de 10 personnes qui vient pour faire de la maintenance, n'importe quoi. Ça c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Donc le tout c'est de le comptabiliser, de voir comment on peut l'estimer du mieux qu'on peut, et voir ce que ça représente, et si ça nécessite peut-être justement d'aller un peu plus loin dans le détail du calcul, sans forcément perdre trop de temps, quoi. Voilà. Ensuite, on a le poste des immobilisations. Donc là, concrètement, c'est quoi? C'est tout ce qu'on va utiliser, exploiter en termes d'immobilisation. Donc ça peut être les bâtiments. Donc effectivement, même si on n'est pas acheteur, propriétaire des bâtiments, on a dû concevoir un bâtiment pour justement faire fonctionner notre structure. On va vite comprendre qu'il y a des années d'immobilisation sur lesquelles on va pouvoir jouer, parce que dans le carbone, on estime que un bâtiment, au bout de 20 ans, il est plus immobilisé. Bon, je trouve ça complètement stupide, parce que le bâtiment, il disparaît pas au bout de 20 ans. Mais voilà, en tout cas, on a dans nos outils qu'on a développés, on peut jouer vraiment sur ces immobilisations. On va regarder les parkings, la voirie, tous les véhicules qu'on possède. C'est pareil, en général le carbone nous dit que c'est immobilisé 3 ans. Je trouve ça complètement dommage, parce que du coup dans cet objectif de réduction d'émissions, on va plutôt essayer de vous inciter à garder plus longtemps les véhicules, les machines, les équipements, et pareil pour le numérique, plutôt que de dire tous les 3 ans on change, et on essaie de trouver des solutions pour réduire le poste IMO, quoi. Donc voilà, mais en tout cas il y a des matrices qui nous donnent à chaque fois des années d'immobilisation moyenne, mais on va pouvoir jouer sur justement le fait qu'on garde plus longtemps certains biens pour justement réduire l'empreinte carbone ou faire des économies aussi d'argent, quoi. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la superficie, les mètres carrés de voirie, c'est le nombre de véhicules, leur poids. Ça c'est assez facile, en général, vous verrez, le véhicule, dans Renault Clio, on sait combien ça fait de poids à peu près. Ce qui est plus complexe, c'est les machines, les équipements, et c'est là où on va souvent repartir des données comptables, où il y a déjà en fait toute l'immobilisation comptable et tout ce qui est encore en fait en cours d'immobilisation, pour justement essayer de voir si on a bien tout pris en compte ou pas, quoi. Voilà. Le numérique aussi qui peut être important, donc tout dépend de la typologie de votre structure, mais notamment pour des ESN par exemple, ça peut être un vrai sujet. Donc il y a 2 choses, il y a le numérique physique et le numérique virtuel. Le numérique physique c'est plutôt les terminaux, donc on va regarder le nombre d'écrans que vous disposez, le nombre de PC, les téléphones, les imprimantes, les serveurs, tout ce que vous avez acquis, on va dire, comme matériel pour faire fonctionner votre structure. Encore une fois, il y a une sorte d'année d'immobilisation, parce qu'un PC, on peut le garder 3 ans, comme on peut le garder 5 ans, auquel cas, c'est intéressant. Il y a aussi la fameuse notion de reconditionner. Si vous achetez aussi du reconditionné, ça va pas du tout avoir le même impact que si vous achetez un matériel neuf. Et ensuite, il y a tout ce qui se passe au côté virtuel, donc c'est plutôt le stockage des données, le nombre d'échanges de mails,
Bon voilà, c'est des choses qu'on nous pose beaucoup la question, voilà, parce qu'ils veulent absolument, on parle beaucoup du numérique et de l'impact du numérique. On se rend compte que voilà, pour une entreprise, c'est pas forcément ça qui va impacter le plus. Bon, voilà, si vous avez accès à cette information, on peut regarder un nombre de mails, mais très sincèrement, c'est pas ça qui va peser beaucoup dans votre bilan carbone, quoi. Voilà. Et enfin, on a deux autres postes qui sont pas forcément toujours très intuitifs, notamment celui lié à l'utilisation. L'utilisation, c'est en fait, bah, voilà, vous vendez un produit, ce produit consomme du carbone pendant son cycle de vie, bah, ça va rentrer en considération dans votre calcul d'émissions de CO2. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends l'exemple le plus connu, enfin en tout cas sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est une boîte comme Airbus. Airbus conçoit des avions, ça peut être le cas aussi pour un vendeur de véhicules thermiques, hein, Renault, Peugeot et compagnie. Toutes ces entreprises, leur modèle économique repose sur le fait de vendre effectivement des produits qui vont consommer du gasoil. De l'essence d'ailleurs, mais qui du coup par essence émettent quand même pas mal de CO2. Et donc une boîte comme Airbus, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais ça peut, voilà, 80% d'impact peut être lié en fait au fait que l'avion va utiliser effectivement des ressources fossiles pendant leur cycle de vie. Une fois qu'on a fait ce constat-là, si on n'avait pas pris en compte la phase d'utilisation, on aurait effectivement eu une empreinte carbone qui nous disait, bah voilà, le gros des émissions, c'est plutôt les achats de matières premières, c'est les fournisseurs, c'est les déplacements des collaborateurs. On aurait engagé un processus de réduction, mais on aurait complètement oublié le fait que peut-être que l'essentiel de l'énergie qu'on a à mettre en œuvre, c'est pour justement trouver des solutions pour faire en sorte que notre avion consomme moins. Parce que si on a une solution simple qui permet juste de réduire, j'ai n'importe quoi, le poids de l'avion, d'enlever 1 tonne dans l'avion, versus emmerder 100 000 salariés pour qu'ils se déplacent en vélo tous les matins, en fait, les deux impacts peuvent être identiques à la fin. Enfin, les deux objectifs de réduction peuvent être identiques. D'un côté, on a juste agi sur un polarisé, on a optimisé même les coûts derrière. De l'autre côté, on a embêté 100 000 personnes. J'exagère un peu volontairement le trait. Mais si le profil d'émission de votre bilan de gaz à effet de serre, c'est la phase utilisation de vos produits, le sujet numéro 1, ça va être l'optimisation de la conception de ces produits, trouver des solutions pour qu'ils soient moins énergivores, et c'est le cas, et c'est d'ailleurs fantastique de voir ce qui s'est passé dans le cas d'Airbus et dans la production des avions. C'est que aujourd'hui ils se sont engagés sur des trajectoires de décarbonation qui sont extrêmement ambitieuses parce qu'ils ont des plans qui prévoient justement une optimisation qui est monstrueuse sur l'ingénierie derrière la conception et le vol des avions, quoi. Et c'est hyper intéressant, en tout cas techniquement parlant, de voir ce qu'on peut mettre en œuvre pour réduire les émissions de CO2 d'une boîte comme Airbus. Et peut-être que dans 30 ans, le gros de leurs émissions ne sera plus du coup sur cette phase utilisation, mais sera sur le reste. Et auquel cas, ils peuvent très bien engager des actions dès aujourd'hui pour réduire cette part en amont, quoi. Mais bref, mais tout ça pour dire que voilà, si vous vendez des piles, si vous vendez des plateaux repas, enfin voilà, bref, on se posera la question, mais tout ça a un impact qui peut ne pas être négligeable. Si vous vendez des prestations IT par exemple, ben voilà, on va se poser la question de tous les serveurs qui vont être utilisés pour faire tourner vos modèles, vos services. Donc ça peut être intéressant et ça peut être hyper impactant à la fin. Donc voilà, on va vraiment se poser des bonnes questions sur ce poste-là. Il n'est pas toujours très simple. Il n'est pas toujours simple parce qu'on est obligé de faire parfois des hypothèses. Parfois ici, il faut aussi, on a souvent eu le cas où on a eu besoin de nos propres clients, parce qu'en fait on vendait des produits, mais on savait pas forcément combien de fois ils étaient utilisés, comment ils tournaient, donc pour faire ces enquêtes, parfois on a aussi besoin d'aller voir ce qui se passe directement chez nos clients. Ça peut être intéressant aussi de travailler avec eux justement sur cette phase d'optimisation du process, d'éco-conception, parce qu'on va éco-concevoir un produit, une fois qu'on a compris d'où est-ce que prend l'impact, ça peut être intéressant justement de cycler les actions prioritaires. Et voilà, donc c'est un poste qui va pas concerner tout le monde, mais si vous concerne, il peut être extrêmement intéressant à creuser et on peut être assez surpris, quoi. Voilà. Et ensuite la fin de vie, c'est la fin de vie du produit qu'on vend. On a eu la phase de traitement des déchets plutôt liés à notre activité en interne, mais le produit qu'on a conçu, l'avion, la voiture, la pile, a une fin de vie. Et donc il faudra aussi l'estimer, parce que peut-être qu'on peut aussi trouver des solutions. Je prends l'exemple du textile, où on se rend compte que la fin de vie des textiles peut avoir un impact non négligeable sur une entreprise qui vend ou qui produit des biens textiles, auquel cas ça peut être intéressant de mettre en place des filières de recyclage. Voilà. Donc tout ça aussi à prendre en compte, et dans le plan de transition, une fois qu'on
qu'on connaît les émissions de tous les postes d'émission, on va pouvoir prioriser les actions à mettre en œuvre, on va pouvoir faire des modèles économiques autour de chaque action de réduction, mais voilà, donc c'est pour ça que c'est important de ne pas négliger un poste d'émission. On peut pas se dire bon ça c'est pas grave, je le prends pas en compte et ça se passera très bien. Non, parce qu'en fait ça peut quand même avoir un impact énorme sur le résultat et ça serait dommage de passer à côté, quoi. Voilà. Au moins faire une première estimation avec des données monétaires, avec des données extrapolées, avec des données moyennées, juste pour comprendre l'impact. Et s'il y a matière à effectivement travailler dessus, et bien on peut effectivement faire un travail un peu plus précis les années d'après pour estimer plus précisément cet impact, quoi. Voilà. Et donc pour finir, je vous présente juste rapidement le petit Excel qu'on a conçu. Bon, voilà, c'est très simple, mais en fait c'est un outil qu'on a développé pour nos clients. C'était aussi pour nous au début, et pour être sûr de rien oublier. Donc, en fait, une fois que vous avez fait la modélisation des flux de votre structure, vous allez pouvoir reconstruire ou adapter un petit peu ce tableur de collecte des données pour dire bah ça me concerne, ça me concerne pas, ça me concerne, ça me concerne pas. Vous pouvez mettre les noms des personnes que vous avez identifiées également ou qui vont travailler avec vous justement sur la phase de collecte des données, et vous allez pouvoir comme ça suivre l'avancement de votre bilan, quoi. Vous pouvez très bien dire voilà, là j'ai lancé telle collecte d'informations, un tel m'a envoyé telle donnée, j'ai des questions que je pourrais poser éventuellement à la communauté ou à un tel, boum j'ai bien collecté l'information, boum j'ai fait le calcul ou je l'ai injecté dans un outil de compta carbone qui me permet de faire le calcul, et comme ça vous pouvez voir l'avancement étape par étape du bilan de gaz à effet de serre qui se réalise, et de voir toutes les semaines ce qu'il faut prioriser ou pas sur certains postes d'émission. Voilà. Donc vous avez avec ces deux premières vidéos tout ce qu'il vous faut pour bien comprendre la démarche qui est en cours de réalisation au sein de notre structure. Vous avez les premières billes pour justement aller chercher les bonnes personnes pour monter votre team carbone. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour définir vos périmètres. Si vous avez vraiment un périmètre extrêmement compliqué en termes d'organisation, ne vous inquiétez pas, on fera des vidéos un peu plus précises sur ce sujet. Et on pourra aussi vous apporter des réponses dans la communauté, il n'y a aucun problème, c'est fait pour ça. Et pour les autres, vous pouvez déjà commencer à modéliser un peu vos flux, réfléchir à vos périmètres temporels et organisationnels. Et donc l'étape d'après, c'est de paramétrer un petit peu votre Excel de collecte de données. Et vous verrez ensuite, on va vous présenter une vidéo pour chaque poste d'émission. On va vous représenter ce qu'on attend de vous, les données physiques en priorité, les données moyennées, extrapolées. Si c'est tel cas de figure, vous n'avez pas l'information, nous on a fait comme ça. On en a fait des centaines et des centaines des bilans de gaz à effet de serre. Toutes les questions que vous allez vous poser, on se les a déjà posées, nos clients se les ont déjà posées, et c'est pour ça qu'en fait on est en train de mettre en place tout ce système de partage d'informations, parce qu'en fait ça n'a aucun sens de se reposer toujours les mêmes questions, même les consultants se posent les mêmes questions, voilà, ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait un vrai partage de ces informations pour qu'on gagne en efficacité et qu'on nous amène directement vers les bonnes solutions, les bonnes collectes d'informations, les bonnes données, pour que ce fameux bilan de gaz à effet de serre soit hyper simple à sortir pour chaque organisation, quoi. Voilà. Donc c'est toute l'idée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commencer à les mettre de côté, éventuellement nous les partager dans la communauté, nous faire remonter aussi s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément très précises, s'il y a peut-être des améliorations à apporter sur certaines choses. On est très ouvert à la critique là-dessus, je vous rassure. Et donc ensuite restez connectés parce que toutes les vidéos vont arriver et vont vous permettre poste par poste d'aller justement chercher les bonnes infos et d'être capable d'aller mesurer votre empreinte carbone en toute autonomie. Voilà. Merci encore de nous suivre sur Ledger Impact. N'hésitez pas à nous remonter vos commentaires, et puis je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À très vite.